Et nous voilà de retour avec une personne fort intéressante. Je crois qu'elle est au bout du fil. Est-ce que vous m'entendez, Madame Christine Fournier? Tout à fait, M. Marty. Bonjour. Alors, bonjour. Bienvenue à notre émission. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Madame Christine Fournier, vous êtes candidate à la présidence de la Commission scolaire de Montréal, la CSDM, et vous avez certainement des défis importants à relever. Et lorsque j'ai reçu quelques informations de vous, là, vous nous disiez que vous avez l'intention de présenter une équipe de convergence sans ligne de parti. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, écoutez, je pense que dans le contexte actuel, c'est important qu'on puisse avoir des gens qui ont des idées différentes, donc qu'on puisse mettre en place un gouvernement de proximité, parce que veut pas, les élections scolaires, c'est des élus, donc c'est comme un mini-gouvernement. Et puis, c'est important qu'on puisse, comme je vous disais précédemment, avoir des gens qui ont des idées différentes. Ceci étant dit, je pense que la meilleure façon d'avoir ces idées-là, c'est d'avoir des gens qui n'ont pas de ligne de parti. Donc, nous, l'équipe du CREM, la Coalition du renouveau pour les écoles montréalaises, un de nos objectifs, c'est justement qu'on n'ait pas de ligne de parti, parce qu'on trouve que c'est important que les commissaires qui vont être élus ont le droit et le devoir de dire vraiment ce que les gens de leur quartier ont besoin. Ben ça, je trouve ça très intéressant, Madame Fournier, parce qu'effectivement, trop souvent, on s'aligne sur des préférences partisanes au lieu de parler des problèmes de la commission scolaire. Alors, je vais essayer de résumer quelques éléments frappants, là. D'abord, la commission scolaire de Montréal a un budget de près d'1 milliard de dollars, dont une bonne partie est téléguidée par Québec, mais vous avez quand même à gérer cette somme-là qui est très, très considérable. Sur 111 000 élèves, il y a une compilation publiée il y a quelques jours qui dit qu'il y en a 50 000 qui n'ont pas le français comme langue maternelle, qu'il y en a 40 000 qui vivent sous le seuil de la pauvreté, qu'il y en a 20 000 qui sont handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, et 5 000 qui sont en classe d'accueil. Alors, c'est clair, comme le disait la présidente sortante, qu'il y a des problèmes graves à résoudre et qu'il y a une certaine crise budgétaire avec Québec. Alors, comment allez-vous vous attaquer à ces problèmes-là? Ben, je pense que dans un premier temps, il faut avoir le portrait global et sectionnel de la Commission scolaire de Montréal. Vous l'avez mentionné, M. Marquis, on a une diversité qui existe à la Commission scolaire de Montréal que peu de commissions scolaires doivent faire face en ce moment. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque portion de cette clientèle-là a des besoins spécifiques et a également des budgets qui souvent et ou malheureusement ne suivent pas. Donc, la commission scolaire doit jongler avec toutes ces problématiques-là. Mais justement, lorsqu'il y a un décalage entre les besoins criants des élèves et puis les budgets qui sont alloués par Québec, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Vous parlez de partenariat entre l'école, la famille et la communauté. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais avec quel budget vous allez faire ça dans le contexte de crise actuelle? Ben, au niveau des budgets, je pense que il y a possibilité de réaménager les budgets qu'on a déjà pour créer et faire en sorte que ça soit plus efficace. Donc, quand on parle de partenariat entre l'école, la communauté et les parents, ce partenariat-là, à mon avis, n'a pas d'incidence budgétaire parce que c'est pas un partenariat qui nécessite un investissement d'argent supplémentaire. C'est plutôt une façon de travailler, une collaboration. Qui est différente. Puis ce qu'on veut préconiser, c'est vraiment le fait que chacun des intervenants a un rôle à jouer dans la réussite du jeune, et ce rôle-là doit être clair pour tout le monde. Donc, si on sait que le parent, c'est le premier éducateur de l'enfant, à ce moment-là, pourquoi l'école se donne comme mission d'éduquer les enfants? Parce que l'école instruit, elle n'éduque pas, elle instruit. Est-ce qu'on devrait dire aux parents, ben écoutez, maintenant, la discipline et tout ça doit venir de vous? Moi, je pense que c'est un partenariat qu'il faut faire avec l'éducation et le parent. Donc, si tout le monde est au courant du rôle qu'il a à jouer,
et qu'on met en place un système pour que ces gens-là se parlent davantage. Parce qu'il ne faut pas me méprendre, M. Marquis. Il y a énormément d'équipes écoles qui travaillent en collaboration avec les parents pour s'assurer qu'on mette en place les mesures adéquates pour faire réussir le jeune. Ça, j'en sais quelque chose parce que j'ai moi-même été membre il y a plusieurs années d'un comité de parents où on essayait de faire ce partenariat-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est toujours d'actualité puis que c'est pas réalisé dans le vécu de l'école et que vous avez l'intention de vous y attaquer concrètement, n'est-ce pas? Oui, effectivement, parce que ce qu'on considère, c'est que si un parent qui connaît son enfant, qui connaît son comportement, ses aptitudes, ses forces, ses faiblesses, si le parent est en mesure de communiquer avec l'enseignant qui, lui, voit les aptitudes à l'enfant à apprendre, voit son comportement de groupe en classe, est capable de juger de son niveau de socialisation dans son environnement. Il peut mettre en place des intérêts, faire en sorte que l'enfant puisse réaliser ses intérêts. Si ces deux intervenants-là réussissaient, puis encore là, je veux pas qu'on me méprenne, il y a des belles équipes, il y a des belles réalisations qui se font en ce moment, mais si on réussissait à les mettre ensemble pour que les deux puissent aller chercher le maximum du potentiel de nos jeunes, je pense que de cette façon-là, on aurait une équipe gagnante qui, dans chacun de leurs rôles attitrés, pourrait faire réussir davantage nos enfants. Donc, un parent donne l'information à l'enseignant communique avec le parent, pas juste quand il y a des mauvais coups, là, parce que les enfants, ils font pas juste des mauvais coups. Il faut les encourager aussi, hein? Également les encourager, ces jeunes-là, parce que avec la reconnaissance que l'enfant va se développer davantage. Donc, si on peut mettre ces deux intervenants-là à travailler main dans la main, je pense que déjà là, on va avoir la clé du succès pour augmenter la réussite chez nos jeunes. Mais parlant de clé du succès, justement, il y a une chose qui m'inquiète dans votre approche en même temps que ça me paraît une très, très bonne nouvelle. C'est que vous voulez faire réaliser à l'équipe enseignante et aux parents que le véritable éducateur premier, c'est le parent. Mais depuis peut-être une vingtaine d'années, la formation des maîtres tend à en faire des éducateurs suppléants pour une famille qui remplirait pas tout à fait ce rôle-là. Alors, allez-vous être capable de changer la culture du ministère de l'Éducation puis des enseignants qui se conçoivent comme des suppléants en éducation pour en faire des partenaires de l'éducateur qui est le parent tout en transmettant des connaissances? Et ça, je vous dirais que c'est un débat collectif qu'on doit avoir. C'est bien vrai. Alors, c'est pour ça qu'on a une élection scolaire. Il faut des changements de philosophie. Et puis, de ce que je comprends de votre approche, là, vous voulez que l'enseignant et la famille fassent vraiment équipe pour éduquer en plus d'instruire le jeune. C'est la meilleure façon qu'on va réussir à les faire réussir. Bon. Alors, ça, c'est une approche prometteuse. Je vais vous souhaiter du succès là-dedans. Et puis aussi, je regarde certaines problématiques de parents qui ont des enfants avec des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement, tout ça. Les diagnostics sont un peu lents, les plans d'intervention viennent pas vite. Vous voulez introduire quel genre de changement dans le système pour améliorer la solution de ces difficultés-là? Ben, dans un premier temps, je pense qu'il faut revoir le processus qui est en place où, du moment que l'enseignant signale une problématique, que ce soit un trouble de comportement ou un trouble d'apprentissage, à la direction d'école, qu'on puisse revoir le processus de ce qu'on appelle de diagnostic. On sait que, si vous me permettez une petite aparté, on sait que le ministère de l'Éducation donne un financement supplémentaire lorsqu'un enfant a ce qu'on appelle une cote. Donc, cette cote-là, sans être négative, ça permet à l'école de recevoir un budget supplémentaire pour mettre des ressources en place avec cet enfant-là. Ceci étant dit, en ce moment, à la Commission scolaire de Montréal, on fait face à une augmentation de signalement par rapport que les enseignants font, et ce qui fait en sorte qu'on est, dans certains cas, à 18 mois de délai avant que l'enfant puisse être vu par un spécialiste qui, lui, va émettre un diagnostic. Bon, ben ça a carrément pas de bon sens, parce que quand arrive un problème de cette nature-là, c'est pas dans 18 mois qu'il faut commencer à s'y attaquer. Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que en ce moment, c'est pas parce que les intervenants ne veulent pas faire de diagnostic ou encore ne veulent pas mettre de ressources en place, mais il y a tellement de bureaucratie à remplir, il y a tellement de documents
que les professeurs, les directions d'école, l'administration doivent compléter avant d'arriver à avoir l'autorisation de faire le diagnostic. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une bureaucratie du ministère de l'Éducation ou de la commission scolaire, là? C'est vrai que c'est un partage des deux, M. Marty. Oui. On peut pas blâmer la commission scolaire comme on peut pas blâmer non plus le gouvernement, parce qu'en ce moment, j'ai pas ces données-là. Bon. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que on sait qu'il y a énormément de bureaucratie à remplir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir cette bureaucratie-là pour la rendre plus efficiente? La mettre au service de l'élève, n'est-ce pas? Effectivement, si on a 6 personnes qui sont, puis là, c'est un chiffre que je vous dis comme ça, mais c'est un exemple. S'il y a 6 personnes qui sont attitrées à remplir ces documents-là et qu'à chaque fois, ils doivent remplir 4-5 formulaires différents, ça devient une tour de Babel. Donc, ça nous permettrait d'être plus efficace et d'avoir plus de services à l'élève. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en revoyant ce système-là, en mettant en place des outils qui sont efficaces, simples mais efficaces, on va permettre de voir plus d'enfants plus rapidement. Un autre moyen qu'on aimerait, qu'on voudrait mettre en place, c'est de faire en sorte qu'à l'intérieur de 30 jours, donc 30 jours c'est un mois, c'est rapide, là. C'est rapide, c'est oui. Si l'enseignant signale une problématique, qu'on puisse mettre ce qu'on appelle un processus temporaire pour revenir aux parents et à l'enseignant, lui dire, écoutez, on sait que vous nous avez donné une problématique, on va regarder temporairement, en attendant le diagnostic, parce qu'on peut plus se permettre de perdre 18 mois avec un enfant qui a un trouble d'apprentissage ou un trouble de comportement. Il faut des solutions, oui. Il faut des solutions rapides. Donc, peut-être mettre en place une équipe pilote, peut-être mettre en place des gens qui vont regarder rapidement le dossier pour permettre de donner des outils adéquats à nos enseignants, mais surtout pour donner des outils aux parents, parce que le parent, lui, il sait peut-être pas quel outil il peut utiliser pour aider l'enseignant à faire réussir son jeune académiquement. Donc, c'est des petites mesures comme ça qu'on considère qui sont efficaces, rapides et qui vont faire en sorte qu'on va donner encore plus de chances à nos jeunes de réussir. Bon, ben écoutez, ça semble très prometteur. J'ai hâte de voir ce que vos adversaires ont à dire sur ce sujet-là. Mais si vous arrivez à faire une équipe de convergence sans ligne de parti, que vous faites travailler tout le monde pour que la famille, l'école puis la communauté collaborent rapidement à faire réussir nos jeunes, et puis que vous avez en plus des équipes pilotes pour faire la transition en attendant qu'une intervention spécialisée puisse être faite, il va y avoir des améliorations manifestes à la commission scolaire. C'est notre objectif. Oui. Maintenant, je vois un os dans ce processus-là, c'est que je regardais dans le Devoir il y a 2-3 semaines, là, lorsqu'on parlait d'une tutelle possible à la CSDM, il y a une crise budgétaire, puis l'administration sortante s'entend pas avec Québec sur la façon de la résoudre, parce qu'ils s'attaquent aux problèmes dont vous avez parlé, mais ils ont accumulé un déficit de plus de 60 millions, dont 24 millions sont seulement pour l'année en cours, et ça, c'est après avoir coupé de 5 millions les interventions qu'on voulait faire. Alors, dans un contexte budgétaire comme celui-là, qu'est-ce que vous allez négocier avec Québec pour être capable de travailler? Ben, il y a plusieurs pistes de solutions, là. Premièrement, le déficit, c'est un déficit qui est cumulé. Est-ce que c'est par problème de gestion actuelle? Je pourrais pas nécessairement vous répondre là-dessus parce que malheureusement, les données accessibles sont assez restreintes. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut changer parce que la transparence au niveau de la gestion des finances de la commission scolaire est importante parce que c'est des fonds publics. Donc, c'est important qu'on sache comment est utilisé cet argent-là. Ceci étant dit, ce que je pense et ce qu'on veut mettre en place rapidement, c'est de s'assurer que l'argent qu'on reçoit est utilisé aux bons endroits, mais surtout de faire en sorte que quand le ministère nous impose, parce que le ministère impose, veut pas, là, ils vont imposer certaines choses à la commission scolaire. Quand le ministère impose certaines choses, qu'on ait les ressources et qu'on ait le financement qui vient avec. Je vous donne un exemple, le programme d'intimidation. Oui. On a reçu de l'argent dans le passé pour ce programme-là. Oui. Et à un moment donné, un certain matin,
le ministère a coupé cette subvention-là en nous obligeant à continuer à mettre en place le programme pour l'intimidation. Ouais, ça. Donc, ce que ça fait, c'est que la commission scolaire n'a plus le financement pour ce programme-là, dans lequel on a engagé des professionnels, des travailleurs sociaux, des intervenants, mais on est obligé de continuer, puis c'est un bon programme, là, mais on est obligé de continuer de favoriser ce programme-là. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est 1 million en partant qu'on doit aller prendre à même les budgets de la commission scolaire. Alors, à ce moment-là, ça fait mal ailleurs, hein? Et quelle est la proportion du budget de la commission scolaire de Montréal qui est administrée par Québec sous forme de salaire à des enseignants ou de choses qui relèvent directement de leur autorité? Ça, c'est une question, M. Marquis, que je pourrais pas vous répondre à l'heure actuelle. Oui, parce que évidemment, ça détermine beaucoup de choses. À partir du moment où on a, comme on dit, les deux mains sur le volant, c'est plus facile de faire travailler tout le monde ensemble. Hein. Là, vous me donnez l'exemple d'un service de lutte contre l'intimidation qui coûte 1 million. Le gouvernement coupe le million. Il faut que vous enleviez cette ressource-là ailleurs. Alors, évidemment, on compte sur votre équipe de convergence pour arriver à résoudre ces dilemmes-là. Oui, effectivement. Puis si vous me permettez, j'aimerais dire aux gens que, parce qu'on parle beaucoup des élections scolaires, on parle beaucoup du ministre de l'Éducation qui dit qu'en ce moment, le résultat du taux de votation aux élections sera un peu l'indice pour dire si on garde ou pas les commissions scolaires. Bon, moi, ce que j'aimerais dire à vos auditeurs, M. Marquis, c'est que les élections scolaires, le scolaire, c'est le premier niveau de gouvernance. Oui. C'est la gouvernance la plus proche de la population. Oui, ça touche l'éducation. Oui, ça touche nos écoles. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est que c'est tout le monde qui peut aller voter. Donc, tous les électeurs de 18 ans et plus. C'est ça. Puis c'est pas seulement ceux qui ont des enfants présentement à l'école. Qui ont des enfants, c'est pas uniquement ceux qui sont propriétaires. Oui, c'est toute la société qui est concernée par l'éducation. Effectivement. Alors, si on est capable de démontrer au ministre de l'Éducation que oui, l'éducation est une priorité pour la société, et un des moyens en ce moment qu'il nous dit, c'est allez voter. Bon. Alors, message reçu, ça veut dire que si vous voulez que vos écoles s'améliorent puis que la structure travaille pour vous, il est essentiel d'aller voter le dimanche 2 novembre pour choisir une équipe. Alors, maintenant que vous avez formé une équipe, je sais pas si les concurrents ont exprimé des points de vue, mais êtes-vous en mesure de dire quelles sont les différences d'approche entre votre équipe et les deux autres équipes qui se présentent? C'est une question assez perplexe que vous me posez, je vous dirais. Je fais pas ça pour vous embarrasser, là. C'est juste que je voudrais donner à nos auditeurs des raisons de vous préférer, mais je me rends compte que si vos concurrents se sont pas encore prononcés, c'est un peu difficile pour vous de faire des comparaisons. En tout cas, vous avez mis sur la table des choses intéressantes, une équipe de convergence qui a pas de plug avec les lignes de parti, un partenariat entre les parents, les enseignants et la communauté en général pour gérer l'école en étant conscient que l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde, puis faire en sorte que des problèmes pédagogiques particuliers d'un grand nombre d'enfants reçoivent une attention un peu plus prioritaire, un peu plus organisée. Alors, est-ce que je résume vos idées principales? Très bien, très bien. Et puis j'inviterai également vos auditeurs à visiter notre page Facebook. Oui. À nous suivre sur notre page pour voir le déroulement de la campagne. Et tout au long de la campagne, il y a certains dossiers et certains sujets qui vont être mentionnés. Parce que oui, il y a ces 3 aspects-là, mais il y en a effectivement beaucoup d'autres. Bon. On considère que si on est capable de renouveler la commission scolaire, que ce soit via des méthodes de gestion qui sont plus rigoureuses, avec des suivis qui sont vraiment quantifiables, puis si on est en mesure de faire travailler tout le monde ensemble, et je crois sincèrement que la collectivité éducative ne demande que ça, de pouvoir travailler ensemble, et si on redonne à nos écoles les pouvoirs et de nous dire qu'ils ont vraiment besoin à la base,
moi, je pense qu'on va s'en aller vers une commission scolaire qui va être 3.0, qui va être efficace, qui va être rentable et qui va permettre la réussite de tous les jeunes. Alors, c'est là-dessus que je dois vous quitter après vous avoir remercié de cette belle présentation sur l'équipe du CREM. J'invite les gens à aller voir sur Facebook votre site. Avez-vous un site Internet aussi? Oui, on a un site Internet. Oui. Donc, le site Internet, c'est crem.chost.ca. Alors, CREM, ensuite de ça, la suite? .chost. Comment ça s'écrit? SHOST. SHOST, tout attaché ensemble, oui. .ca. Alors, parfait, je vous souhaite tout le succès, puis merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps, Mme Fournier. Merci, M. Marquis. Au revoir. Au revoir.